Je m'appelle Andrew Sachka et je viens de Crystal Lake dans l'Illinois. Tout le monde me soutient là-bas. Mon fils qui est pompier m'a appelé pour me dire que toute la caserne était derrière moi. Donc si je gagne les 10 000 $, j'organiserai une grande fête. Je m'appelle Ben Seacrest. J'ai 33 ans et je viens d'Hardyville en Caroline du Sud. Mon travail, c'est de vendre des chaussures. Mais je suis venu ici pour montrer que je sais faire autre chose de mes mains. Je suis capable d'appliquer toutes les choses que j'ai apprises en ce qui concerne l'art de la forge. Je m'appelle Richard B. et je suis intégrateur système en aéronautique dans la Navy. Pour garantir la sécurité de l'équipage et des techniciens. Je pense que ma capacité à résoudre des problèmes me sera très utile pendant la compétition. Moi, c'est Cheyenne Brown. J'ai 26 ans et je viens de Vandalia dans l'Illinois. J'ai hâte que la compétition commence et de prouver que la forge n'est pas réservée aux hommes. Beaucoup de gens disent que les femmes devraient faire ci, que les hommes devraient faire ça. Taisez-vous, on n'a pas le temps. Madame, messieurs, bienvenue à la forge. La compétition se déroulera en 3 épreuves. À la fin de chacune d'elles, vous présenterez vos travaux à notre panel de juges experts. Ils décideront lequel d'entre vous repartira avec le titre de meilleur forgeron et un chèque de 10 000 $. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup chassé, pêché, campé, participé à des camps de survie en pleine nature. Et je devais pouvoir compter sur un outil fiable, forger une lame robuste, durable et tranchante. Et pour ce faire, vous utiliserez ça. Des sardines en acier à haute teneur en carbone. C'est à partir de ça que vous devrez forger vos lames avec la technique de votre choix. Forger avec des sardines? D'accord, mais si elles sont en métal? Maintenant, parlons de ce que vous allez fabriquer. Je vous présente la machette scie. Les vôtres devront respecter les critères suivants. La lame devra mesurer entre 27 et 33 cm. Vous devrez garder une soie pleine pour votre future manche. Et à la fin de la deuxième épreuve, le dos de votre lame devra être forgé en dents de scie sur 20 à 25 cm. Durant la deuxième épreuve, vous ajouterez un manche à vos machettes pour en faire des outils fonctionnels que vous présentez. Ces derniers testeront leur résistance contre une bûche et leur tranchant face à une gourde d'eau. Messieurs, dames, vous n'avez que 3 heures pour compléter cette première épreuve, alors bonne chance car elle commence maintenant. C'est parti. Il y a autre chose à faire que de les mettre dans un caisson? Si on veut être créatif, on peut aplanir les sardines et essayer de les empiler. Mais ça risque d'être un peu mince. Donc le caisson... Richard en a déjà un sur sa table. Je vais faire une billette en acier damassé. C'est l'option la plus rapide et la plus sûre. Avant tout, je dois commencer par raccourcir les sardines pour qu'elles rentrent dans le caisson. Pendant que leur caisson sera bien au chaud dans la forge, j'espère qu'ils viendront regarder l'exemple d'un peu plus près pour prendre des mesures. Il faut qu'ils gardent en tête que sur une machette, la lame doit être fine. L'acier avant de le souder, si je veux avoir une chance que ça fonctionne. Si je ne trouve pas le temps de le faire, je ne sais pas où je vais trouver le temps de tout recommencer. J'hallucine ou est-ce que Richard est déguisé en réclame? Je suis d'accord. Il est peut-être fan. C'est la deuxième fois que je fais de l'acier de Damas en caisson. J'ai un peu peur, mais je vais faire de mon mieux. Je ne dis pas. Mais le premier à obtenir une billette aura beaucoup d'avance sur les autres. Et j'ai commencé à forger des lames en regardant le meilleur forgeron avec ma femme Amber. Un jour, elle m'a demandé un couteau pour la cuisine, alors je lui ai fait un couteau d'office et elle l'utilise tous les jours. Je fais en sorte de bien tasser la poudre dans le fond de mon caisson. Si je ne le fais pas, il risque d'y avoir de l'air à l'intérieur. Et ça pourrait engendrer des soufflures dans l'acier. C'est exactement le cas. Je vais faire un acier de Damas en caisson parce que je crois que c'est la méthode la plus adaptée. La question, c'est de savoir s'ils vont utiliser du blanc correcteur. Absolument, ça pourrait faire basculer la compétition. Je n'ai jamais utilisé de blanc correcteur. On m'a toujours dit de meuler le caisson à même la lame. À leur place, je découperai le caisson à la fin pour ne pas me retrouver avec un excès de problèmes sur une lame plus épaisse. Mais sur une machette, elle doit rester très fine. Je suis mère au foyer. J'ai 2 enfants merveilleux de 4 et 7 ans, et ce sont les amours de ma vie. Il n'y a qu'Andrew qui utilise du correcteur. J'utilise du blanc correcteur pour qu'il recouvre la surface interne du caisson.
Ça me permettra de faire sortir la billette plus facilement. Le risque fusionne avec le caisson. Richard utilise la presse. Je me lance. Je vais répéter 3 fois mon procédé de soudage. Le pire qui puisse arriver avec l'acier de Damas en caisson, c'est de l'ouvrir et de voir de la poudre et des bouts de métal tomber à cause d'une soudure incomplète. Ce billet est très chaude, mais il a de la marge. C'est très dur de faire surchauffer un caisson. Oui. Après le 3e passage à la forge, vide et en un seul morceau. Donc les soudures ont l'air bonnes. Je suis content. Madame, messieurs, il ne vous reste plus que 2 heures. Au tour de Cheyenne d'aller à la presse. Sa billette n'a pas l'air assez chaude. J'attends que mon acier atteigne la bonne température. Mais j'ai l'impression que ça dure une éternité. Ça me rappelle les fois où j'ai attendu la naissance de mes enfants. Il faut être pire. Je commence à me précipiter et à perdre mon calme. Résultat, je me suis brûlée. Cheyenne s'est brûlé le doigt. C'est fréquent par ici. Eh ouais. Il faut que je me dépêche et que je me soigne vite, parce que je dois absolument me remettre à travailler sur ma lame. Comme elle a passé du temps avec le médecin, la température a peut-être augmenté. Cette méthode n'est pas réglementaire. Tout ce à quoi je tiens dans la forge. Voilà, c'est bon. Faut qu'il vienne plus souvent. Pendant qu'elle était avec le médecin, la billette a eu le temps de devenir très chaude. Ça va régler les défauts de soudure s'il y en avait. Ma soudure est terminée. Alors je me dirige vers la meuleuse pour voir si la billette s'est bien formée à l'intérieur du caisson. S'il y a un problème, je suis mal. Pourquoi Ben passe autant de temps devant la meuleuse? Tirez du caisson avant de forger sa lame. Ok. La soudure est réussie. Maintenant, je vais allonger ma lame avec la grosse bleue. Mon acier est bien compressé, je peux découper le caisson, vu que j'ai utilisé du blanc correcteur. Si Andrew a bien appliqué le correcteur et qu'il se débrouille bien, ça va lui prendre 10 minutes de retirer le caisson. Mais s'il a fusionné avec son acier, il en a encore pour 30 bonnes minutes à marteler. Le caisson est collé à l'acier. Allez, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah là, il lui faudrait un pied de biche, au lieu d'un marteau et d'un ciseau. Je fatigue. Au point où j'en suis, je n'ai pas le temps de recommencer. Je dois tout faire pour retirer le caisson. Allez! Enfin, c'est détaché. Et ça me met la pression parce que je n'aurai jamais le temps de faire une nouvelle lame si je rencontrais un problème. La billette de Richard a l'air bien. J'arrive petit à petit à la bonne épaisseur. Et je décide d'utiliser une meuleuse d'angle pour découper la forme de mon manche directement dans l'acier. Le principe d'une machette, c'est d'être un outil très simple et pratique. Elle ne fait que 3 mm d'épaisseur, mais sur 8 mm de biseau sur la lame. Je n'ai pas pour habitude de couper mon acier comme ça, mais je gagne du temps, et c'est ce dont j'ai besoin. Enfin. Il ne vous reste plus que 60 minutes. Cette machette est très difficile à forger. Non seulement je dois lui donner une forme précise qui respecte les paramètres, mais en plus, je dois former des dents de scie sur le dos de la lame. Déjà en train de former les dents de scie. Ma lame est encore très épaisse. Il faut qu'elle soit beaucoup plus fine. Elle doit être solide et légère à la fois. Pour l'instant, elle est solide, mais pas légère du tout. Ben met du sel sur sa lame. Pourquoi faire? Le sel fond à 180 degrés. Parfait pour une trempe. C'est génial. Le sel a fondu. Il est temps de tremper. Une boule de feu a voulu me faire la bise. J'ai eu chaud. Ben vient de faire une trempe. Elle est droite. Alléluia. Mais elle est encore beaucoup trop épaisse. Je dois absolument la meuler. L'acier d'Andrew est chaud bouillant. C'est peu de le dire. Qu'est-ce qui se passe quand l'acier est trop chauffé? Ça augmente la taille des grains qui structurent l'acier, ce qui étend les surfaces à l'intérieur de la lame. Voilà une lame très chaude. Ma lame a l'air bien droite et la lime glisse comme sur du beurre. Donc l'acier est parfaitement dur. Ok, très bien. Richard vient de tremper sa lame. Je regarde ma lame et... elle est voilée. Ça tombe mal. Que me redresser ma lame.
Je ferai ça pendant la deuxième épreuve. Je n'ai pas d'autre choix. Mais ça pourrait bien causer mon élimination. Cheyenne a trempé sa lame. Ma lame a passé le test de la lime. J'ai envie de le crier sur tous les toits. Je suis prête pour la suite. La lame est encore très épaisse. Et très lourde. J'ai formé les dents de scie. Elle est juste encore trop épaisse. Il vous reste 15 minutes. Je t'empresse. Je dois encore retirer beaucoup d'acier et je veux faire une révélation à l'acide. Il est hors de question de présenter une lame qui a encore de l'acier doux sur le tranchant. La lame est dans l'acide. Ça saute pas aux yeux. Je m'en suis bien sorti. Ma lame a été révélée à l'acide et je sais qu'il n'y a plus d'acier doux sur le fil de la lame. Joli. C'est mieux que rien. Andrew aussi ajoute des dents de scie. Mais lui, il utilise la meuleuse d'angle. Ça fonctionne. Une fois que j'ai terminé de former les dents de scie sur ma machette, j'ai décidé de meuler le plus d'acier possible avec le temps qu'il me restait. Mais pendant que je meulais, j'ai vu une fissure vers la pointe et une autre au milieu. Il y a eu un problème pendant la chaude et elle s'est fissurée. Je crois que je peux régler ça pendant la deuxième épreuve, donc j'espère que je ne vais pas me faire éliminer. 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames, messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. L'épreuve est terminée. Bravo mec. Bravo à toi. J'arrive pas à croire que j'ai forgé une machette à partir d'un acier de Damas en caisson en 3 heures. Si c'est assez pour me qualifier, mais j'espère que oui. Vous êtes tous arrivés au bout des 3 heures de cette première épreuve. Félicitations. L'heure est maintenant venue pour les juges de décider lequel d'entre vous ne participera pas à la deuxième épreuve. Andrew, présentez votre lame. Andrew, la forme de votre lame ressemble bien à celle d'une machette. Mais ce qui m'inquiète sont les fissures. On voit aussi une délamination sur la pointe. Votre lame était trop chaude lorsque vous l'avez trempée. Mais hormis ça, beau travail. Merci. Ben, c'est à vous. Ben, Tout d'abord, j'apprécie la forme de votre lame. Je trouve que c'est une très jolie machette. Ce qui me dérange un peu plus, c'est l'épaisseur du dos de la lame. En revanche, je ne vois pas de délamination ni de fissure. Il faut juste que vous l'affiniez beaucoup de temps de scie. Bon travail. merci. Richard, ça va? Très bien. Veuillez présenter votre lame. Quand je regarde votre lame, je retrouve bien le profil que j'attendais, bravo. Mais le plus gros problème de votre machette, c'est qu'elle est voilée. Il existe de nombreuses solutions pour arranger ça. Et si vous accédez à la deuxième épreuve, votre priorité devra être de redresser cette lame. Mais je pense en vrai. Merci. Cheyenne, c'est à vous. Cheyenne, parlons de votre machette. Le profil est réussi, mais le problème, c'est que votre lame est trop épaisse, et donc beaucoup trop lourde. Si vous continuez dans la compétition, il faudra retirer beaucoup de matière pour l'alléger et la rendre maniable. Madame, messieurs, vous avez tous fait du beau travail. Malheureusement, seulement 3 d'entre vous accéderont à la deuxième prise leur décision. La personne qui va quitter la forge est... Andrew. Votre machette n'est pas de taille et David va vous expliquer pourquoi. Andrew, vous avez réussi à retirer le caisson, mais votre acier comporte des laminations et des fissures qui remettent en question la robustesse de votre lame. C'est la raison de votre élimination. Je comprends. Andrew, malheureusement pour vous, la compétition s'arrête ici. Veuillez... Merci. Je suis déçu. Je pense que j'aurais pu mieux faire, mais il y avait des fissures et des délaminations dans ma lame. Si elle avait été frappée contre une surface dure, elle aurait probablement cassé. Ben, Richard, Cheyenne, félicitations. Vous accédez tous les 3 à la deuxième épreuve de cette compétition. Durant cette épreuve, vous devrez ajouter un manche à votre machette et 20 à 25 cm de dents de scie sur le dos de la lame. Compétition et la nature. Donc vous n'aurez le droit d'utiliser aucun matériau manufacturé ici présent. Par contre, vous pouvez vous servir de ça. Du bois de feu de camp brûlé. Et pour corser un peu les choses, nous vous avons réservé une surprise. Une machette est un outil léger qu'on doit pouvoir utiliser longtemps sans se fatiguer. Nous avons donc ajouté un critère de poids. Vos lames ne seront pas testées si elles pèsent plus de 680 grammes. J'ai l'impression que ma lame pèse au moins 3 kilos, voire plus. Alors s'il faut qu'elle fasse moins de 680 grammes, ça me fait peur.
À la fin de la deuxième épreuve, les juges testeront la résistance de votre scie et de votre lame contre une bûche. Et le tranchant de vos machettes à l'aide d'une gourde. Vous aurez 2 heures pour réaliser cette épreuve. Bonne chance, l'épreuve commence maintenant. Ils vont passer autant de temps à meuler qu'à faire le manche? Je pense qu'ils vont passer plus de temps à meuler. Ils ont du pain sur la planche. Ma lame pèse 1,3 kg. Et je dois encore rajouter le manche et les rivets. Donc je vais meuler comme si ma vie en dépendait. Oh la vache! Cheyenne vient de peser sa lame et elle fait plus d'1,8 kg. Pour qu'elle pèse moins de 680 grammes. Donc, je fais peser tout mon poids sur le ruban de la meuleuse. Voilà, très bien. Allez! C'est un feu d'artifice. La lame de Cheyenne a déjà bien changé, mais elle est toujours trop épaisse. Selon vous, lequel des 3 va pouvoir passer au manche en premier? J'aurais dit Richard, mais il doit encore redresser sa lame. Ma lame peut faire perdre plus de la moitié de son poids. Je pense qu'il sera beaucoup plus simple de redresser une lame fine qu'une lame trop épaisse. Donc d'abord, je retire un maximum d'acier avec la meuleuse, et ensuite je redresserai ma lame. Ça fait un moment que je meule et je crois que ma lame se rapproche des 680 grammes. Mais je dois encore ajouter un manche, donc je vais m'en occuper maintenant. Ben avec son manche avec la scie à ruban. Le fait que le bois soit brûlé ne m'inquiète pas trop. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il le soit à l'intérieur. Tant que ça reste comme ça va bien se passer. Ben va pouvoir présenter une machette finie. Les éléments de mon manche sont collés. Maintenant, il faut que je retourne à la meuleuse pour passer en dessous de la barre des 680 grammes. Il vous reste 60 minutes. Ma lame pèse encore 900 grammes. Je dois moriquer le manche de ma machette, mais ça va ajouter du poids. Cheyenne perce la soie pour pouvoir rifter le manche. Mais elle a encore beaucoup d'acier à meuler pour passer sous la barre des 680 grammes. Le forêt ne perce pas la soie. Ça me fait perdre beaucoup de temps. J'arrête pas d'ajouter de l'huile pour lubrifier tout ça et réussir à percer l'acier. Finalement, j'arrive à percer 2 trous. Mais je n'ai pas le temps de me réjouir, même parce qu'elle est toujours beaucoup trop lourde. Et je dois finir d'assembler mon manche. La lame de Richard est toujours très voilée. Qu'est-ce qu'il fait au poste de soudure? Aucune idée. Je suis allé au poste de soudure pour essayer de redresser ma lame, parce qu'il y a 2 endroits sensibles sur la machette, le fil de lame et les dents de scie. Je ne veux pas prendre le risque de les détremper ni l'un ni l'autre. Mon idée, c'est de tracer des cordons dessous et redresser ma lame. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, ni ce que c'est censé faire. Bon, les soudures n'ont pas eu l'effet escompté. C'est pas grave, les plans sont faits pour être changés. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Avec la torche à souder, j'ai peut-être suffisamment chauffé le centre de ma lame pour le détremper et adoucir un peu l'acier. Maintenant, je mens à l'aide de l'étau. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dingue! Je pousse très fort sur ma lame. Compte tenu du temps qu'il me reste, je n'ai pas d'autre choix. C'est pas vrai. Non! Ma lame est toujours voilée, mais moins qu'avant. Au moins, elle ne devrait plus tourner comme une toupie. Il vous reste 30 minutes avant les tests! On va laisser peser. Tout juste 680 grammes et il meule encore. C'est bon. Ah, il est passé aux dents de scie. Je n'ai jamais réalisé de dents de scie, mais j'ai une petite idée. Je vais tenter quelque chose. Je sais pas si ça va marcher, on verra. Il meule les dents, mais il faut qu'elles soient très fines pour qu'elles soient tranchantes. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas si la scie sera fonctionnelle. J'ai peur d'être éliminé à cause de ça. Au point où j'en suis, j'ai le solide possible. Je veux juste un manche qu'on puisse prendre en main. Sa lame est toujours trop lourde, mais elle n'abandonne pas. Absolument. À partir de ce moment-là, je me suis dit, tant pis. J'ai empoigné le manche encore mouillé de ma machette et j'ai couru vers la meuleuse. La seule question, c'est, est-ce que je vais avoir le temps d'alléger ma lame? La scie n'est pas très jolie, mais je dois passer à la construction du manche. Ça va être très collant. Comme ça, elle ne glissera pas des mains. Il vous reste 2 minutes. C'est vraiment très serré. On a 2 candidats en mode survie. 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames,
Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. La deuxième épreuve est terminée. C'est pas un manche, c'est un rectangle en bois. Je pense c'est que quelqu'un échoue plus que moi. Bienvenue dans le test de résistance. Je vais prendre vos machettes et tenter de scier la bûche. Et puis il est possible que je frappe cette même bûche plusieurs fois avec votre lame, pour voir si le tranchant tient le coup. Mais d'abord, il faut que l'on pèse vos machettes. Ben, vous êtes prêts? Je suis prêt. On y va. Je suis presque sûr que maximum autorisé. Et le doute est permis. On verra. Votre machette pèse 650 grammes. C'est juste en dessous de la limite. Ok. Bravo, merci. On passe à la suite. Maîtrisez-la. Et c'est mon job. J'essaie. Bravo, Ben. Elle a tenu le coup. On a plutôt affaire à une dentelure qu'à des dents de scie. Mais bon, c'est coupant des deux côtés. Votre fil de lame est en assez bon état, mais ici on peut voir qu'une partie du tranchant s'est déformée. L'ensemble est tout de même bien solide. Merci. Richard, content de passer en deuxième? J'attends le verdict de la balance. « 480 grammes. On passe à la suite? Je suis là pour ça. Et moi aussi. Les juges vont détester mon manche. Moi non plus, je l'aime pas. Mais j'espère que ça va pas les dissuader de tester ma lame. J'ai très envie de voir si elle... Confortable. Il y a des espaces entre les éléments, mais rien ne s'est détaché. Et votre lame ne s'est pas pu se voiler. Mais le plus important, c'était quoi le plan avec vos soudures MIG? Je pensais que ça pourrait redresser ma lame. Qu'elle se redresserait en ne la chauffant que d'un seul côté? Oui. C'est ce qu'on s'est dit. Eh bien, au final, votre lame a tenu le coup. Au travail. Merci. Cheyenne, tout va bien? J'appréhende un peu. Oh, ça ne change rien. J'ai un peu d'espoir parce que j'ai passé beaucoup de temps à meuler l'excédent d'acier sur ma lame. Mais j'ai aussi une petite voix dans ma tête qui dit que ce n'était peut-être pas suffisant. Oh là. Cheyenne, votre lame pèse 1 kg. C'est bien au-delà du poids maximum autorisé. Vous étiez un ou une forgeronne de cette façon. Malheureusement, à cause du non-respect d'un paramètre, nous ne pouvons pas tester votre lame. Pour vous, la compétition s'arrête ici. Veuillez quitter la forge. Merci. Merci à vous. À vrai dire, je suis très fière de moi. J'ai montré à beaucoup de gens ce que je pouvais faire. Je vais rentrer chez moi et dire à mes enfants que ce n'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement. Et on montrera à tout le monde de quoi leur maman est capable. Messieurs, félicitations, vous accédez à la finale de cette compétition. Nous allons vous renvoyer chez vous pendant 4 jours, durant lesquels vous devrez forger cette arme historique. Le Parang Nabour. Le Parang Nabour nous vient de la Malaisie du 19e siècle. Ressemblant à une machette moderne, elle possède une lame courbée et une pointe élargie. Polyvalente, elle est aussi efficace pour les tâches domestiques ou la boucherie que pendant les combats. Cette arme redoutable est restée populaire à travers l'Asie du Sud-Est durant la Seconde Guerre mondiale. Elle était particulièrement utilisée par les guerrilleros de Bornéo contre les occupants japonais lors de la révolte de Jesselton en 1943. Votre lame devra mesurer entre 50 et 55 cm, posséder une garde à une branche, connectée à un pommeau évasé. Je n'ai jamais entendu parler du Parang Nabour. Il faut... Ok. Vous aurez 4 jours chez vous pour fabriquer la plus belle réplique de cette arme. À la fin, l'un de vous repartira avec le titre de meilleur forgeron et un chèque de 10 000 $. Donnez tout ce que vous avez et rendez-vous dans 4 jours. Bonne chance. Bienvenue chez moi à Sainte-Mathieu's en Caroline du Sud.
Le plus difficile pour moi, ça va être de forgeant pour obtenir une belle courbe. J'ai décidé d'utiliser du 80 CRV2 parce que je suis à l'aise avec le traitement thermique et que je veux une lame solide et tranchante. Nickel. Je suis dans les temps, j'ai encore pas mal d'acier à meuler sur ma lame, mais ça, je m'en occuperai demain. Elle a l'air droite. J'ai encore du pain sur la planche. Je vais m'occuper de la garde. Je meule des rainures dans ma lame pour obtenir un motif échelle revisité qui sera visible après la révélation à l'acide. Il faut être précis pour tremper une lame. Si l'acier est trop chaud, ça peut provoquer des fissures. C'est bon. C'est la fin de la deuxième journée et j'ai fini ce que j'avais à faire. J'ai une lame trempée avec un acier durci. Je suis ravi et exténué. C'est le 4e jour. Et j'ai pas mal de travail ce matin. Je dois terminer le manche et je voudrais aussi tester la lame. Voilà, tout est relié mécaniquement. Ça fait 2 heures que je travaille sur mon manche. Il faut encore que je mette de la colle. Et ensuite, je formerai et j'aiguiserai le tranchant de ma lame pour pouvoir la tester. Ça a coupé net. La pomme, on est tombé dans les pommes. Pour le dernier jour, je commence avec la branche de la garde et l'assemblage du manche. Il va falloir être délicat. Il y a une petite pointe que je dois meuler pour ne pas se blesser les doigts. L'objectif, c'est de finir avec une épée parfaite. J'ai fini avec une épée. Elle n'est pas parfaite, mais au moins elle est terminée. Vous aviez 4 jours pour forger le meilleur parent de Nabour possible, et honnêtement, ils sont magnifiques. Ben, racontez-nous, ça a été? Ouais, très bien. La lame est en 80 CRV2, le manche est en érable, et j'ai forgé la garde. Et vous, Richard? Ça a été. Ma lame est en acier damassé forgé avec du 10,95, du 10,71 et du 15N20. Le manche est en séquoia et le quillon est en acier. Mère solide, tranchante et létale. Mais le meilleur moyen pour les juges de savoir lequel d'entre vous repartira avec le titre de meilleur forgeron et 10 000 $, c'est de les tester. Il y aura un test de résistance, un test de tranchant et un test de létalité. Bienvenue dans le test de létalité. Vos parents de Nabour sont magnifiques. Afin de tester leur létalité, je vais m'en servir pour frapper et trancher. Ben, c'est à vous. Vous êtes prêts? Oui, allons-y. Le mannequin ne porte pas de côte de maille ni d'armure. Donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. Très bien, Ben. Parlons de votre parent de Nabour. Tout d'abord, le poids est réparti de telle manière qu'on peut aller vite sans perdre le contrôle. Votre fil de lame est bien aiguisé et m'a permis de trancher des entailles profondes sur ce mannequin. Peut tuer. Merci. Richard, vous êtes prêt? Oh oui, c'est parti. J'ai hâte. Ce test va mettre mon fil de lame à l'épreuve. Si mon traitement thermique n'est pas bon, le tranchant va se déformer. Et je pense que ça ira. J'ai fait au mieux avec le temps que j'avais. Richard, parlons de votre lame. L'extrémité intérieure de votre doigt. À chaque coup porté, le manche remonte dans ma main et cette partie de la branche vient percuter mes doigts. Mais le tranchant aiguisé, combiné à la légèreté de votre lame, m'ont permis d'entailler profondément le mannequin balistique. En résumé, votre lame peut tuer. Merci. Messieurs, c'est l'heure du test de résistance des peaux en terre cuite. Ben, vous êtes prêts? Brisez-les.
en ce qui concerne votre lame, le long de votre tranchant. Votre lame est très solide. Bon travail. Merci. Richard, c'est votre tour. C'est parti. Ok. Après avoir vu la lame de Ben s'en sortir sans aucun dommage, j'ai peur pour la mienne. Je dois garder confiance en ce que j'ai fait, mais j'espère que le tranchant va rester intact. Richard, effectivement, votre manche est un peu petit et l'extrémité de la branche de votre garde me fait mal au doigt. À part ça, votre lame s'en est très bien sortie. Bon travail. Merci. Messieurs, bienvenue dans le test de tranchant. Je vais manger ces citrouilles. Ben, c'est à vous. Vous êtes prêts? Oui. Pas mal. Ben, votre lame est tellement tranchante que toutes les coupes sont nettes. Et donc votre lame. Merci. Richard, vous êtes prêts? Oh que oui. On y va. Richard, par votre manche et la branche de votre garde est trop étroite. Et ça me fait mal au petit doigt. Mais en ce qui concerne votre fil de lame, toutes les coupes sont nettes. En résumé, votre lame peut couper. Merci. Messieurs, vous avez commencé en forgeant des machettes avec des sardines de camping et vous terminez avec de magnifiques épées. J'aimerais vous déclarer ex aequo, mais seulement l'un d'entre vous remportera le $1000. Et il s'agit de... Ben, félicitations. Richard, votre épée est superbe, mais elle n'est pas de taille. Doug va vous dire pourquoi. Vous pouvez être fier de vous. Votre lame est magnifique, mais votre manche comporte un défaut qui gêne son maniement et ne permet pas de l'utiliser longtemps, ce qui est un problème. Je comprends. Richard, malheureusement la compétition s'arrête ici. Je vous remercie et vous demande de bien vouloir... C'était une expérience incroyable, merci. Merci à vous. Salut Richard. Ben a gagné. Je suis complètement d'accord avec la décision des juges. Une lame doit être fonctionnelle avant d'être belle. Et mon manche ne permettait pas de l'utiliser. J'ai beaucoup appris pendant cette expérience. Je ne regrette rien. Ben, vous êtes le meilleur forgeron et vous remportez un chèque de $10 000. Félicitations. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis le meilleur forgeron. Un prêt immobilier. C'est pas une mauvaise idée avec $10 000. N'est-ce pas? Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont formé, mais honnêtement, j'arrive toujours pas à y croire. Je m'appelle Ben Seacrest et je suis le nouveau meilleur forgeron. C'est trop bien. Immédiatement partagé par un autre concurrent qui gérait lui aussi les nuits courtes. Avec un bébé à la maison. L'animateur de la compétition prit alors la parole pour accueillir chaleureusement les participants. Il leur rappela l'enjeu de leur présence en ces lieux. Ils s'apprêtaient tous les quatre à se lancer dans une compétition de haut niveau qui offrirait à l'un d'entre eux le titre convoité de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de $10 000. Cette compétition rigoureuse se déroulerait en 3 épreuves distinctes, à la fin desquelles le jury procéderait aux éliminations. Les experts du jury, de fiers spécialistes au regard acéré, se tenaient prêts à juger chaque détail. C'étaient eux qui décideraient qui franchirait les étapes et qui rentrerait chez lui bredouille. L'épreuve du garage et la magie des caissons. Pour cette première épreuve éliminatoire, le défi s'annonçait particulièrement corsé. Derrière l'animateur étaient réunis de nombreux objets hétéroclites que l'on trouve habituellement dans le garage des particuliers. Les candidats découvrirent avec surprise un matelas usagé, un trampoline de jardin, des tringles à rideaux métalliques, des pogostiques à ressort et même un lot de vieilles pinces à linge en bois et métal. Malgré leur apparente diversité, tous ces objets possédaient une spécificité technique commune. Ils comportaient des ressorts d'acier à haute teneur en carbone. Un matériau idéal pour concevoir une lame tranchante et durable.
En observant ce tas de ferraille, l'inquiétude commença à poindre chez certains. Henry confia à voix basse qu'il avait déjà réalisé pas mal d'armes à partir de morceaux de récupération en acier, mais jamais rien d'aussi conséquent ou d'aussi étrange. Il pressentait que le choix de la matière première allait être un problème majeur pour lui. Le règlement stipulait que l'ordre de sélection avait été tiré au hasard et qu'une fois qu'un objet était choisi par un candidat, il n'était plus disponible pour les autres. Brandon, ayant obtenu le premier choix, n'hésita pas une seconde. En voyant le trampoline, il s'était tout de suite dit que les ressorts seraient les plus faciles à démonter et qu'il perdrait ainsi le moins de temps possible. L'animateur valida son choix. Ce fut ensuite au tour de Dottie de se prononcer. Son regard se posa sur le pogo-stick rouillé. Même si tous les candidats auraient voulu obtenir le trampoline pour sa facilité d'accès, Dottie dut se rabattre sur le deuxième meilleur choix à ses yeux. Ce vieux pogo-stick tout rouillé mais prometteur en acier de qualité. Henry fut le troisième à s'avancer. Contre toute attente, il annonça qu'il choisissait les pinces à linge. Son calcul était scientifique, il savait qu'à l'intérieur de ces petits mécanismes, les ressorts étaient faits d'un acier très robuste qui, une fois combiné avec de la poudre d'acier dans un caisson de soudure, donnerait un mélange exceptionnel. Matt se retrouva donc le dernier à choisir. Dépité, il murmura pour lui-même que c'était bien sa veine d'être le dernier à tirer un bras. Il n'avait plus le choix qu'entre le matelas et les tringles à rideaux. Sachant pertinemment que l'acier des tringles ne lui suffirait pas en quantité pour façonner une arme digne de ce nom, il se résigna à prendre le matelas, malgré la charge de travail que cela représentait pour en extraire la structure interne. L'animateur posa les conditions de l'épreuve. Pour les 3 d'entre eux qui réussiraient à accéder à la prochaine étape, il faudrait ajouter un manche solide pour transformer la lame en une arme fonctionnelle. Les couteaux passeraient alors plusieurs tests impitoyables. À commencer par un test de résistance qui se ferait directement sur les structures en acier des pogo-sticks, suivi d'un test de tranchant consistant à découper de gros tubes en caoutchouc. La compétition commença immédiatement, et le chronomètre de 3 heures fut lancé. Dans les coulisses, les membres du jury commentaient les choix des artisans. L'un d'eux avoua que s'il avait été à leur place, il aurait également choisi le trampoline. Ou éventuellement les pinces à linge. Car on pouvait en mettre un paquet dans un caisson pour obtenir une belle densité. Aucun des juges ne pensait que quelqu'un oserait prendre le matelas. Mais ils étaient ravis de voir Matt s'y attaquer, curieux d'observer le spectacle de sa destruction. Matt s'avéra être l'homme idéal pour cette tâche ingrate. Déchirant le tissu à main nue et coupant les garnitures pour atteindre les ressorts. Le matelas était vraiment l'enfer à désosser. De son côté, Dottie se montrait très maligne en optant pour le pogo-stick, ce qui lui permettait d'aller tout de suite à la scie pour découper les éléments exploitables. Henry, quant à lui, s'affairait sur ses pinces à linge avec une régularité méthodique qui faisait dire aux observateurs qu'il donnait l'impression de retirer des têtes de crevettes avec une habitude déconcertante. Pour réussir à amalgamer tous ces petits morceaux d'acier hétérogènes, la technique du damas en caisson était indispensable. Henry commença par tapisser l'intérieur de son caisson métallique avec du blanc correcteur. En gros, cette astuce de forgeron évitait que l'acier au carbone destiné à la lame n'adhère à l'acier doux des parois du caisson protecteur lors de la chauffe à blanc. Dans l'atelier, les avis divergeaient sur cette méthode. Certains jurés estimaient que comme le caisson faisait à peine 2,5 cm d'épaisseur, il ne s'embêterait pas avec du blanc correcteur, préférant laisser la chaleur de la forge le brûler avant de meuler le reste. Henry poursuivit sa préparation en remplissant son caisson, n'ayant jamais réalisé de lame de couteau à partir d'acier provenant de pinces à linge. Il commença par déposer une fine couche de poudre d'acier pur au fond du récipient avant d'y intégrer soigneusement les morceaux de ressort. Il tapotait régulièrement sur les côtés du bloc pour s'assurer que la poudre remplisse parfaitement les espaces vides. Plus l'intérieur était compact, plus la soudure de forge initiale serait de grande qualité. Henry savait que 3 heures était un délai bien trop court pour forger une lame complexe.
Mais il était déterminé à donner le maximum de lui-même pour y parvenir. Matt, de son côté, cherchait lui aussi à créer une couche de protection entre l'acier de son caisson de récupération et la surface de l'acier qu'il allait travailler. Il choisit d'utiliser du simple papier journal pour tapisser le fond. Une solution rapide qui lui évitait d'attendre le séchage d'un produit liquide. Les juges soulignèrent le risque de cette technique lorsqu'on plaçait le caisson dans la forge. Le papier se transformait inévitablement en cendres instantanées. Le papier ne collait alors plus vraiment au métal et il fallait croiser les doigts pour que l'ensemble reste bien en place sans s'effondrer. Brandon avançait selon une stratégie totalement différente. S'étant beaucoup entraîné par le passé avec de la ferraille de récupération, il avait vu dans le trampoline une opportunité en or. Contrairement aux autres qui remplissaient leurs caissons de poudre pour aimanter l'extérieur, Brandon préférait travailler les ressorts directement. Sa vision était claire, si son plan fonctionnait. L'absence de poudre apporterait de la légèreté au dos de sa lame et lui conférerait une plus grande flexibilité. Cela permettrait à l'arme de mieux absorber les coups lors des tests et d'éviter ainsi la casse ou les fissures fatales. 1 heure s'était déjà écoulée au chronomètre de la forge. L'animateur rappela au candidat que le temps tournait à toute allure. Les experts du jury savaient par expérience que lorsque les candidats échouaient sur des compétitions impliquant des caissons de soudure, c'était presque toujours parce que leur préparation initiale avait été mal réalisée ou qu'ils n'avaient pas laissé le bloc de métal assez longtemps au feu pour atteindre la température de fusion des surfaces. Dottie surveillait son propre caisson avec une attention de tous les instants. Elle savait que si le métal manquait de chaleur, la soudure ne se ferait pas correctement à l'intérieur du bloc. Voyant que le métal avait atteint une couleur jaune éclatante, elle se dirigea vers la presse hydraulique. Les juges confirmèrent que son caisson avait l'air d'être chaud comme il faut. Après quelques passes sous la machine, Dottie constata avec soulagement que sa soudure semblait tenir bon. Criant pour avertir ses camarades du danger du métal incandescent, elle se rendit à la scie à onglet pour ouvrir le caisson et vérifier le résultat. En découvrant un bloc d'acier solide et parfaitement homogène, elle laissa éclater sa joie. Son plan fonctionnait à la perfection. L'impact avec les cadres de test. L'expert manipula l'imposant sabre de noyer et de bronze. Il souligna que la garde en bronze était particulièrement confortable au creux de la paume. Cependant, un défaut géométrique majeur fut immédiatement détecté. La lame présentait une déviation latérale notable par rapport à l'axe central du manche. En raison de ce décalage et du poids élevé de l'acier épais, l'arme avait tendance à tourner légèrement dans la main en fin de mouvement de frappe, perturbant l'alignement idéal du tranchant. Malgré ce problème d'équilibrage, le sabre fut validé pour sa puissance destructrice globale. L'épreuve de résistance et le verdict final. L'ultime épreuve de résistance mécanique consistait à frapper violemment les sabres contre des structures simulant des os et des protections denses, notamment des crânes artificiels et des pastèques épaisses. C'était le moment où la qualité absolue du traitement thermique allait faire la différence entre la gloire et l'échec. Le test d'Henry. Henry ferma les yeux un instant alors que l'expert abattait son sabre en damas sur la cible rigide. Dans un grand fracas, après plusieurs coups puissants, l'arme fut inspectée de près par le jury. L'expert félicita chaleureusement le forgeron pour le poids-plume de son sabre qui n'avait pas bougé d'1 millimètre au niveau de sa structure. Un examen minutieux du fil révéla de très légers écrasements superficiels sur une petite section du tranchant. Une déformation mineure qui n'altérait en rien les capacités de coupe globale de l'arme et témoignait d'une excellente gestion de la trempe. La défaillance catastrophique de Brandon. Le tour de Brandon arriva. L'expert saisit le sabre lourd et prit son élan avant de frapper la structure rigide avec toute sa force. Un bruit sec et métallique résonna soudain dans l'atelier, suivi d'un silence de plomb. Sous l'impact violent, la longue lame de Brandon s'était brisée net en 2 morceaux, projetant la pointe sur le sol de la forge.
Les juges se réunirent immédiatement autour des débris pour analyser les causes de cette rupture. Brutal. L'examen de la section brisée révéla 2 problèmes techniques majeurs et indiscutables. Constat métallurgique, explication technique du jury. Grain d'acier très épais, signe d'une surchauffe prolongée lors de la phase de forge. Zone noircie interne, présence de microfractures préexistantes non résorbées à la trempe. Le grain interne du métal apparaissait comme extrêmement grossier et rugueux à l'œil nu. Ce qui démontrait que le traitement thermique final n'avait pas été suffisant pour affiner la structure moléculaire de l'acier après les fortes chauffes de la forge. De plus, la présence de plusieurs zones sombres et carbonisées à l'endroit précis de la rupture prouvait que le sabre souffrait déjà de multiples microfissures internes invisibles à l'œil nu avant même le début des tests. Le présentateur s'avança vers Brandon avec beaucoup d'empathie pour lui annoncer la fin de son parcours. En coutellerie de compétition, la rupture complète d'une lame constitue une défaillance catastrophique éliminatoire qui met immédiatement fin aux évaluations, l'arme n'étant plus sécurisée ni fonctionnelle. Brandon accueillit la nouvelle avec une grande sportivité et un sourire serein, tout en saluant le travail incroyable d'Henry. Il déclara que cette aventure humaine et technique lui avait énormément apporté sur le plan personnel et qu'il ne regrettait absolument pas d'avoir tenté l'expérience. Il quitta l'atelier sous les saluts respectueux du jury. Le couronnement d'Henry Walker. Henry Walker se retrouva seul au centre de la forge, le regard embué d'une vive émotion. Le présentateur s'avança vers lui, un immense sourire aux lèvres, tenant le chèque officiel de 10 000 $. Henry, vous n'avez plus de concurrent en lice. Grâce à ce sabre de cavalerie exceptionnel, à la fois magnifique, léger et d'une efficacité redoutable, vous êtes officiellement sacré meilleur forgeur. Henry avait encore du mal à réaliser pleinement ce qui lui arrivait. En repensant à son parcours, à ce fameux couteau perdu 10 ans plus tôt dans l'Oklahoma et aux moqueries amicales de son ami qui avait déclenché cette vocation. Il mesura le chemin parcouru à force de patience, de travail et de passion. Son sabre en damas, né des petits ressorts de pince à linge de la première épreuve, trônait désormais comme le symbole de sa réussite. C'est avec une fierté légitime et un immense bonheur qu'Henry Walker brandit son trophée vers le ciel de la forge, savourant sa victoire au sein de cette magnifique communauté d'artisans du feu et du fer. Dans les vastes plaines balayées par le vent de Hobart, au cœur de l'État de l'Oklahoma, le silence de la fin d'après-midi n'était rompu que par le sifflement régulier d'un soufflet de forge. C'est là que travaillait Henry Walker. À l'âge de 46 ans, cet homme au regard franc et aux mains marquées par le travail du métal célébrait sa 10e année. En tant que forgeron, son entrée dans ce monde de feu et d'enclume n'avait pourtant rien d'un parcours prédestiné. Tout avait commencé par une simple mésaventure, le jour où il avait égaré son couteau fétiche. Celui qu'il trimballait absolument partout avec lui. Privé de son outil quotidien, il s'était confié à son meilleur ami, espérant un mot de réconfort ou un conseil avisé. Au lieu de cela, son camarade s'était moqué de lui ouvertement, affirmant qu'il était incapable de fabriquer lui-même un remplaçant digne de ce nom. Il n'en avait pas fallu davantage pour piquer l'orgueil d'Henry, animé par une saine colère et le désir farouche de prouver qu'il avait tort. Il s'était mis à la forge en autodidacte, transformant un défi amical en une véritable vocation de vie. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, sous le soleil de la Californie, une toute autre histoire s'écrivait dans la charmante petite ville de Woodland. Dottie Derry, une femme au dynamisme contagieux, se souvenait encore du jour précis où sa vie avait basculé. À l'occasion d'une fête dont elle ne se rappelait plus exactement le motif, sa sœur lui avait offert un cadeau des plus originaux. Un ensemble de départ pour réaliser un couteau artisanal. Ce présent insolite, qui avait dû coûter la modeste somme de 80 $, fut une révélation absolue. Dottie avait adoré chaque seconde passée à façonner le métal.
Dès cet instant, elle s'était jurée de poursuivre dans cette voie et d'investir les économies nécessaires pour s'équiper convenablement, transformant son garage en un atelier digne de ce nom. À Salt Lake City, dans l'Utah, un autre homme partageait cette même ferveur pour le métal hurlant. Matt Danielson, âgé de 40 ans, occupait les fonctions de directeur d'une petite école de coutellerie locale. Pour lui, la forge était bien plus qu'un métier. C'était une philosophie de vie qu'il partageait au quotidien avec sa femme et ses 4 enfants, qui le soutenaient de toute leur force dans cette aventure. Non loin de là, à Provo, Brandon Androski, un forgeron professionnel de 38 ans, complétait ce tableau de passionnés. L'étincelle de Brandon était née à l'âge de 8 ans seulement, lorsqu'il avait emprunté un livre illustré sur les Vikings à la bibliothèque municipale. Les pages détaillaient avec précision les outils qu'ils utilisaient et leurs techniques de forge. Ancestrals. Le jeune garçon s'était dit que c'était exactement ce qu'il voulait faire de sa vie. En grandissant, Brandon avait vu beaucoup de ses amis s'engager dans l'armée américaine. Et il avait mesuré à quel point le retour à la vie civile pouvait être difficile pour eux. Soucieux de leur apporter son soutien, il avait instauré une noble tradition dans sa forge. Chaque vétéran se voyait offrir un cours gratuit de fabrication de couteaux pour apprendre à canaliser ses émotions à travers le travail du fer. Son rêve le plus cher était désormais d'ouvrir un centre dédié pour les aider davantage. Le destin de ces 4 artisans hors du commun allait se croiser dans l'arène prestigieuse de l'émission Le meilleur forgeur. Réunis dans le grand atelier central, les candidats ressentaient la fatigue des préparatifs. Mais l'excitation l'emportait sur tout le reste. Interrogée sur son état de forme, Dottie confia qu'elle n'avait dormi que 2 heures mais qu'elle pétait la forme. Un sentiment immédiat de la poignée complexe s'annonçait d'ores et déjà comme un véritable casse-tête. Technique. Après s'être souhaité mutuellement bonne chance, les 2 finalistes s'envolèrent vers leurs ateliers respectifs. 4 jours pour entrer dans l'histoire. Le travail d'Henri, la beauté du Damas. Dès le premier jour dans sa forge d'Aubard, Henri se fixa un objectif ambitieux. Il voulait réaliser une lame dotée d'un motif en acier damassé torsadé spectaculaire. Pour composer sa trousse de départ, il sélectionna et superposa des plaques d'acier de nuances différentes, du 80C RV, du 1084 et du 15N20. Réputé pour sa haute teneur en nickel qui donne des lignes d'un blanc brillant après la révélation à l'acide. La torsion d'une billette de cette longueur comportait un risque majeur de rupture si le forgeron forgeait à une température trop basse ou appliquait une force excessive. Henri prit donc soin de conserver une épaisseur généreuse tout au long du processus de martelage. À la fin de la première journée de travail, son objectif initial était atteint. Sa billette d'acier damassé était solidement soudée et torsadée de manière régulière. Malgré un léger retard sur son planning théorique, il se déclara très confiant pour la suite des opérations. Le travail de Brandon, la tradition de la ligne. De son côté, à Provo, Brandon choisit de travailler à partir d'un solide barreau d'acier homogène de nuance 80. CRV2. La longueur importante de la pièce d'origine lui laissait une marge de manœuvre confortable pour l'étirage du métal. Il commença par donner la courbure initiale à l'enclume, soulignant que le respect scrupuleux de la forte flèche du sabre napoléonien constituait sans doute la plus grande difficulté d'un forgeage manuel à la main. Après de longues heures passées à manier le marteau sous une chaleur étouffante, sa lame était entièrement forgée à la fin de la première journée, affichant la longueur requise par le règlement. Le programme du lendemain prévoyait le meulage précis des flancs et la mise en place des traitements thermiques de stabilisation. Le 3e jour, le piège de la trempe. Le matin du 3e jour marqua un tournant dramatique pour les 2 finalistes. Henri avait terminé l'étirage complet de sa lame en damas et avait façonné l'ensemble des pièces constitutives de sa garde en bronze et en acier. Pensant être parfaitement dans les temps, il procéda au traitement thermique de la trempe. L'instant de vérité absolue. En sortant le long sabre embrasé de son bac de liquide,
le verdict fut cruel. La lame présentait un voile important, s'étant complètement déformée sous l'effet du choc thermique. « C'est la catastrophe », réalisa Henry avec effroi. « La trempe a complètement voilé mon sabre. Le métal est dur, mais il est tout tordu. » Refusant de se laisser abattre, Henry savait que tout n'était pas perdu s'il agissait avec méthode. Il prit la décision de réchauffer localement l'acier pour tenter de corriger les déformations avant de procéder à une nouvelle trempe correctrice. Après un second passage stressant dans le liquide protecteur, la chance lui sourit enfin. Bien que subsistent quelques infimes ondulations de surface, la rectitude générale était de retour et pourrait être facilement rectifiée lors des séances de meulage intensif. Brandon, quant à lui, aborda le 3e matin avec une certaine appréhension. La veille, il avait réalisé sa trempe dans une cuve d'huile qu'il avait malencontreusement oublié de préchauffer. L'utilisation d'une huile trop froide avait tendance à figer trop brutalement les tensions internes de l'acier, rigidifiant excessivement la structure cristalline du métal. Conscient de son erreur stratégique, il décida de renouveler entièrement l'opération de traitement thermique après avoir pris soin de monter son bain d'huile à une température adéquate. Cette décision s'avéra payante. À la sortie du fourneau, sa lame de sabre était parfaitement droite et équilibrée. Soulagé, Brandon put consacrer le reste de sa journée à la fabrication de sa poignée. Pour le bois du manche, son choix s'était porté sur un magnifique morceau de noyer dense. La calotte de protection du pommeau fut coulée dans un bloc de bronze massif, tandis que la garde fut forgée dans un acier de nuance W2. Brandon opta pour une silhouette de poignée dotée d'un léger corbeau ergonomique pour accentuer le confort de prise en main. À la fin de la 3e journée, les 2 sabres étaient structurellement prêts, n'attendant plus que l'assemblage final et les ultimes finitions cosmétiques. Le 4e jour, les ultimes finitions. L'ultime journée de travail fut consacrée aux détails esthétiques et aux finitions de surface. Henry nettoya soigneusement son acier damassé avant de le plonger dans un bain d'acide ferrique doux, pour révéler les contrastes saisissants entre les différentes couches de métal superposées. Pendant que la chimie opérait sur l'acier, il en profita pour finaliser l'habillage de sa poignée. C'était la toute première fois de sa carrière qu'il tentait de recouvrir un manche avec du cuir. Véritable cousu à la main. Le résultat visuel se révéla bien plus esthétique et élégant qu'il ne l'avait anticipé, s'accordant magnifiquement avec les motifs moirés de la lame à sa sortie du bain d'acide. Dans son atelier de l'Utah, Brandon s'activait également sur les finitions de sa poignée façon Frankenstein. Un savant mélange de cuivre étincelant, de bronze patiné et de cuir sombre. Pour parfaire l'ensemble et garantir une adhérence maximale lors des mouvements de coupe, il décida d'enrouler un fin fil de cuivre torsadé tout autour du manche en cuir, serrant les spires avec une grande régularité. Cette astuce traditionnelle permettait non seulement d'offrir un excellent grip sous les doigts, mais ajoutait également un cachet historique indéniable à l'arme. C'est avec un immense sentiment de fierté et de satisfaction personnelle que les 2 artisans emballèrent leurs œuvres pour retourner sur le plateau officiel de l'émission. Le jugement dernier. Les 2 finalistes firent leur retour triomphal dans la grande forge nationale, déposant leurs sabres de cavalerie respectifs sur la table d'examen. Vus de loin, les 2 objets présentaient des silhouettes très fidèles à l'esprit de l'Empire napoléonien, témoignant du niveau technique exceptionnel d'Henry et de Brandon. Les présentations techniques. Interrogé sur les spécificités de sa création, Henry détailla avec fierté la composition de son acier damassé multicouche associant le 80C RV, le 1084 et le 15N20. Il précisa que l'ensemble des pièces de la monture, y compris le quillon protecteur et le pommeau de rivure, avaient été façonnés à partir d'anciens morceaux d'hameçon et de ferraille de récupération maritime, le tout complété par un superbe habillage en cuir fin. Brandon prit la parole à son tour pour décrire son sabre. Sa lame robuste avait été entièrement forgée dans un bloc d'acier 80CR V2 homogène. Sa poignée composite associait le noyer,
le cuir noirci et des éléments de garde en bronze et en cuivre. Un assemblage audacieux qu'il qualifiait affectueusement de création de Frankenstein en raison de la diversité des matériaux employés. L'épreuve de létalité. Le premier test, destiné à évaluer la capacité de pénétration et le dynamisme des armes, fut mené par l'expert en arts martiaux historiques sur une série de mannequins de simulation. Henry s'avança en premier, non sans une certaine pointe d'anxiété. Ayant volontairement forgé une lame fine pour privilégier la légèreté et la vitesse de déplacement. Il craignait que son sabre manque d'impact cinétique. L'expert saisit l'arme en main et exécuta une série de mouvements rapides dans l'air avant de frapper la cible de plein fouet. Son verdict fut dithyrambique. Le sabre se révélait d'une légèreté remarquable, le rendant extrêmement vif et maniable. L'architecture de la poignée en cuir offrait un contrôle absolu de la trajectoire. Et les capacités de coupe du tranchant d'amassé s'avérèrent tout simplement impressionnantes. Le juge confirma avec enthousiasme que l'arme d'Henry remplissait parfaitement sa fonction létale. Historique. Brandon soumit ensuite sa création à l'évaluation, compte tenu de la longueur maximale de sa lame. Il redoutait que l'effet de levier n'exerce des tensions trop fortes sur la structure lors de amollir le métal était une minute de moins pour les finitions. Esthétique du manche bicolore. La finition des poignets. 1 heure seulement restait avant la fin de cette deuxième étape. Henry affichait une décontraction totale qui impressionnait ses camarades. Son collage ayant parfaitement pris. Il attaquait déjà le façonnage des contours de son manche à la meuleuse à bande avec une grande fluidite pour sublimer son couteau. Il avait choisi d'ajouter une mitre métallique à la jonction entre la lame et le bois. La présence d'une mitre solide permet de renforcer considérablement la zone de transition qui constitue souvent le point faible d'un couteau bicolore. Tout en offrant un équilibre parfait en main, soulignèrent les juges avec approbation. Le manche de Brandon continuait quant à lui de s'affiner sous l'action répétée des bandes abrasives. Inquiet par la vitesse du chronomètre, il s'efforçait de rendre l'ergonomie la plus agréable possible tout en gardant un œil sur l'affûtage. Final de son tranchant de copies. Lorsque les dernières secondes furent égrenées par le présentateur, les 3 artisans coupèrent simultanément l'alimentation de leur machine, essuyant la sueur de leur front. Le moment de soumettre leur création aux épreuves physiques était enfin arrivé. Le tribunal des tests physiques. L'ambiance devint solennelle alors que les juges se préparaient à tester la viabilité des 3 couteaux. L'expert en maniement des armes s'avança, saisissant en premier l'arme fabriquée par Matt pour l'aligner face au pogo-stick métallique destiné au test de résistance mécanique. Le test de résistance sur métal. L'expert nota immédiatement que le couteau de Matt manquait légèrement de corps et d'épaisseur. Générale au niveau de la transition avec le manche. Une faiblesse qui risquait de se payer cher sous l'impact. Il abattit l'arme à plusieurs reprises avec une force impressionnante contre la structure en acier. Du pogo stick. Le couteau survit à l'exercice sans se briser en 2 morceaux. Ce qui constituait un point positif pour la structure générale. Néanmoins, un examen attentif du tranchant révéla des dégâts considérables. Le fil de la lame s'était sévèrement écrasé et déformé sur plusieurs centimètres. Signe d'un traitement thermique probablement trop poussé lors de la forge, ayant rendu l'acier sensible aux impacts directs sur des surfaces dures. Brandon présenta son copie à son tour. Malgré sa peur de voir sa longue lame fine se briser sous les chocs violents, l'artisan de Provo afficha un visage serein. L'expert manipula l'arme, saluant l'ergonomie excellente de la poignée qui offrait un contrôle parfait du mouvement. Lors des impacts répétés sur le métal, le copie encaissa l'énergie sans broncher. Lors de l'inspection visuelle, le juge constata que le tranchant avait légèrement souffert, présentant de petites microdentelures sur une section centrale. Mais l'intégrité globale du couteau restait excellente et opérationnelle. Vint le tour d'Henry. Son couteau au manche bicolore orné d'une mitre soignée fut soumis au même traitement sans management.
L'expert frappa le pogo-stick avec vigueur. La prise en main se révéla extrêmement confortable et sûre. Tout comme ses confrères. Le couteau d'Henri subit quelques légers matages sur son fil d'acier en raison de la dureté de la cible. Un résultat tout à fait acceptable et normal au vu de la violence de l'impact contre un autre bloc d'acier carbone. Le test de tranchant sur caoutchouc. La seconde phase d'évaluation consistait à tester la capacité de coupe des armes sur une série de tubes en caoutchouc dense et épais suspendus à un portique. Le couteau de Matt, malgré les déformations subies lors de l'épreuve précédente, la lame de Matt, devenue involontairement crantée sous les chocs, réussit à déchirer et couper le caoutchouc par un effet de scie. Les sections coupées n'étaient pas parfaitement nettes. Mais l'arme conservait une capacité de séparation fonctionnelle. Le couteau de Brandon, le copie se comporta honorablement. Le fil malmené lors du premier test compliqua légèrement la pénétration initiale dans le caoutchouc dense, laissant quelques lambeaux de matière pendouillés aux extrémités des tubes. Mais le couteau remplit sa mission globale de sectionnement. Le couteau d'Henri, l'arme s'élança à travers les cibles. Les deux premiers tubes furent coupés de manière très propre grâce à la géométrie fine de l'affûtage. Cependant, le troisième tube ne fut pas intégralement sectionné. La zone de la lame ayant percuté le pogo-stick précédemment se révélant trop émoussée pour traverser proprement la matière élastique. L'arme fut néanmoins validée comme parfaitement capable de couper. La deliberation cruciale. Les trois artisans furent invités à se retirer momentanément dans les coulisses pour permettre aux membres du jury de se concerter et de choisir les deux finalistes qui auraient le privilège de s'affronter pour le titre suprême. Nous avons 3 couteaux entiers et fonctionnels. Mais le choix doit se faire sur les détails structurels, commença le premier juge. J'hésite principalement entre les réalisations d'Henri et de Matt. Le spécialiste des armes souligna que si le tranchant de Matt avait réussi à couper les tubans, c'était paradoxalement grâce aux dommages subis qui avaient transformé son fil en une sorte de lame d'acier improvisé. En analysant le travail d'Henri, il apparaissait évident que sa lame était nettement mieux construite et que les dégâts matériels consécutifs au test d'impact étaient bien moins pénalisants et profonds que ceux de son camarade. L'utilisation astucieuse du cuivre pour la mitre de Matt fut saluée pour son esthétique. Mais sa lame avait indéniablement trop souffert lors de l'épreuve de force. Le verdict tomba au retour des candidats sur le plateau de la forge. Le présentateur salua le niveau exceptionnel des 3 artisans avant d'annoncer que Matt était éliminé aux portes de la finale. Sa lame, bien que dotée d'une très belle personnalité, n'avait pas montré une résistance thermique suffisante pour rivaliser avec la robustesse des armes d'Henri et de Brandon. Matt accepta la sentence avec fair-play, se déclarant ravi de cette expérience marquante qu'il avait poussée dans ses derniers retranchements techniques et humains. La finale, le sabre de cavalerie de l'Empire. Henry Walker et Brandon Androsky se tenaient côte à côte, s'échangeant un regard de respect mutuel. Ils venaient d'obtenir leur ticket pour l'ultime étape du concours, qui allait se dérouler non pas dans l'atelier de l'émission, mais directement au sein de leur propre forge privée, pendant une durée totale de 4 jours. Le cahier des charges historiques. Le présentateur dévoila une magnifique réplique d'une arme légendaire posée sur un présentoir en velours. Messieurs, pour cette grande finale, vous allez devoir fabriquer une arme emblématique de l'histoire militaire. Le sabre de cavalerie de la Grande Armée sous Napoléon. Ce sabre historique représentait l'une des armes blanches les plus populaires et les plus redoutées sur tous les champs de bataille européens au début du XIXe siècle. Caractérisé par une longue lame à tranchant unique, fortement courbée et se terminant par une pointe orientée vers le haut. Il avait été spécifiquement conçu pour délivrer une puissance de coupe maximale lors des charges de cavalry. Les ravages causés par cette arme redoutable n'étaient pas étrangers aux grandes victoires de l'armée napoléonienne, comme l'illustraient les récits historiques de la célèbre bataille d'Austerlitz en 1805.
Les exigences techniques imposées par le cahier des charges étaient particulièrement pointues. Longueur de la lame. Comprise impérativement entre 71 et 76 cm. Mesurée en ligne droite de la pointe jusqu'à la garde. Géométrie, une courbure prononcée. Un tranchant unique et la présence obligatoire d'une gouttière d'allègement de chaque côté du dos de la lame. La poignée, elle devait obligatoirement inclure un quillon protecteur du côté du dos. Un orillon de maintien et un bouton de rivure soigné à l'extrémité du pommeau. Henry et Brandon prirent scrupuleusement note de ces dimensions. Conscients du défi immense que représentait la forge d'une pièce d'une telle longueur. C'était la première fois de leur vie qu'ils allaient s'attaquer à une arme de cette envergure. Et la réalisation, messieurs et madame, éteignez vos machines et posez vos outils. Cette première épreuve est désormais terminée. La voix du présentateur mit fin au vacarme des moteurs. Henry regarda sa création avec un sourire fatigué, murmurant avec autodérision que c'était peut-être l'une de ses lames les plus atypiques. Même s'il avait déjà fait pire par le passé. L'essentiel était là, il avait surmonté l'impossible. Le verdict de la première étape. Les 4 artisans alignèrent leurs lames signature encore chaudes sur la table d'examen face aux 3 juges de la compétition. L'atmosphère était solennelle. Artisans matériaux sélectionnés type de lame forgée, constat technique du jury. Henry pince à linge lame droite classique belle silhouette, soit déviée. Doty Pogostic Scramasax Viking caisson non retiré, trop d'épaisseur. Brandon trampoline copie grec acier sain, légère courbure à corriger. Matt matelas à ressort lame agressive belle finition, manche trop massif. L'examen des créations. Henry fut invité à présenter son travail en premier. Le premier juge prit l'arme en main. Admirant immédiatement la ligne générale malgré les conditions dramatiques de sa fabrication. La forme était harmonieuse et témoignait d'un réel savoir-faire. Le seul reproche technique concernait l'alignement de la soie. La partie prolongée de la lame qui s'insère dans le manche. Qui présentait une légère déviation latérale qu'il faudrait impérativement corriger lors de la prochaine étape. Henry reçut ses compliments avec une grande gratitude. Doty s'avança ensuite. Le jury salua chaleureusement sa ténacité et son refus d'abandonner face à la fatigue. Cependant, le constat visuel était problématique. Une grande partie de l'enveloppe du caisson de soudure entourait encore le cœur de la lame, masquant sa véritable géométrie. Les juges soulignèrent qu'un travail colossal de meulage et de dégrossissage l'attendait si elle voulait rendre cette arme fonctionnelle, ce qui constituait un handicap majeur pour la suite. Brandon présenta son copie grecque. Les experts inspectèrent la surface du métal, constatant avec plaisir que l'acier issu des ressorts de trampoline avait fière allure et ne montrait aucun défaut ou bulle d'air apparent. En revanche, la lame souffrait d'un léger voile de torsion qu'il conviendrait de redresser parfaitement. De plus, la soie actuelle apparaissait comme extrêmement fine. Et le jury lui conseilla d'ajouter du volume lors de la fabrication du manche pour garantir une prise en main sécurisante et équilibrée. Matt ferma la marche en soumettant sa lame agressive au juge. Ces derniers apprécièrent immédiatement le caractère affirmé et la propreté des lignes de l'arme. Le profil était propre, mais à l'inverse de Brandon. L'emplacement destiné aux manches était particulièrement imposant et lourd. Si Matt voulait se qualifier pour les phases finales, il devrait veiller à affiner cette section pour offrir une ergonomie optimale lors des manipulations. Dynamique. Une séparation touchante. Après une courte délibération, le présentateur reprit la parole pour annoncer la première élimination de l'aventure. Malgré son courage et son énergie communicative, c'est Doty Derry qui fut invité à quitter la forge. Sa lame brute, encore emprisonnée dans les restes de son caisson de fabrication, demandait trop de modifications techniques pour espérer rivaliser avec les projets plus aboutis de ses concurrents.
Dottie accueillit la décision avec un grand sourire d'acceptation et une dignité exemplaire. Elle déclara que le simple fait d'avoir réussi à forger et à présenter une lame entière dans un tel contexte constituait déjà une magnifique victoire personnelle. Loin d'être démotivée, elle quitta l'atelier avec la ferme intention de continuer à forger de retour chez elle, affirmant avec philosophie que la pratique régulière était le seul secret pour progresser et s'épanouir dans cet art exigeant. Les 3 hommes saluèrent chaleureusement son départ sous les applaudissements de l'équipe. Deuxième épreuve, l'art du manche et de la fonctionnalité. Le calme revint temporairement dans l'atelier, mais les visages des 3 candidats restants, Henry, Brandon et Matt, laissaient transparaître une concentration accrue. Le présentateur détailla les conditions de la deuxième épreuve. Les forgerons disposaient désormais de 2 heures montre en main pour corriger les défauts géométriques de leurs lames et y installer un manche complet. Les contraintes techniques. Pour corser le défi, une règle esthétique et structurelle stricte fut imposée par la production. La réserve de matériaux nobles, contenant diverses essences de bois, de composites et de métaux, était accessible de manière illimitée. Mais le manche final devait obligatoirement présenter un aspect bicolore bien distinct. Chaque côté de la poignée devait arborer 2 teintes clairement séparées. Les revêtements optionnels ou les ligatures en cuir ne comptant pas dans cette validation visuelle. Une fois terminés, les couteaux subiraient les redoutables tests de solidité et de coupe menés par les experts du jury. Les artisans se mirent immédiatement au travail. Henry, dont la lame avait été jugée très propre lors de la première phase, n'avait pas de grosses corrections structurelles à réaliser sur son acier. Cela lui offrait l'avantage précieux de pouvoir consacrer la majeure partie de son temps à la construction soignée de son manche bicolore. Il choisit d'associer un bois exotique rouge vif avec une pièce d'érable clair, appliquant une généreuse couche de résine époxy entre les éléments avant de mettre l'ensemble sous presse pour un séchage optimal. Pendant ce temps, Matt prit la décision d'appliquer les suggestions indirectes des juges en réduisant la largeur excessive de sa soie. Il installa son couteau sur l'étau et commença à découper l'excédent de métal à la meuleuse pour affiner la structure, rappelant qu'un couteau doté d'une mauvaise poignée devenait instantanément un outil dangereux pour son utilisateur. En retirant ce morceau de métal superflu, il s'assurait d'obtenir une base idéale pour façonner un manche élégant et parfaitement proportionné. Solution de fortune et astuce d'atelier. De son côté, Brandon ressentait une certaine pression suite aux remarques du jury concernant la finesse inquiétante de sa soie de copie. Pour y remédier et apporter l'épaisseur indispensable à une bonne prise en main, il imagina une solution ingénieuse. Il décida d'insérer des intercalaires en cuir épais de chaque côté de la lame, pris en sandwich entre le métal et les plaquettes de bois de finition. Cependant, au moment de percer les trous de fixation pour les rivets de sécurité, il se heurta à une grande difficulté. L'acier de sa soie était tellement durci que les mèches de la perceuse à colonne glissaient sur la surface sans parvenir à entamer la matière. Sans s'affoler, Brandon utilisa son plan de secours. Il saisit un chalumeau à gaz et appliqua une flamme concentrée uniquement sur les points de perçage de la soie pour opérer un recuit localisé. Une technique thermique qui permet de détendre le métal et de lui redonner de la malléabilité sans altérer le tranchant de la lame qui restait immergé dans un bac d'eau froide pour des raisons de sécurité. Cette méthode artisanale s'avéra extrêmement efficace et rapide, lui permettant de percer facilement les passages de rivets indispensables. Dans le même temps, Brandon devait également redresser la courbure indésirable de sa lame. N'ayant plus que 90 minutes au compteur, il utilisa à nouveau son chalumeau pour chauffer la zone déformée avant de la bloquer fermement dans des serre-joints métalliques. Après un effort soutenu, la rectitude de l'arme fut corrigée en grande partie, les derniers micro-défauts de planéité étant confiés à l'action abrasive de la meuleuse. Matt rencontra des difficultés similaires sur sa propre station de travail.
Sa soie se révélait également trop coriace pour les outils de coupe de la perceuse. En voyant le candidat secouer la tête de déception, les observateurs comprirent qu'il devait lui aussi passer par l'étape du recuit au chalumeau. Tout l'enjeu était de gérer le temps disponible. Car chaque minute passée à conscient du temps limité de 3 heures qui lui semblait bien court pour une telle entreprise, choisit une approche différente pour protéger son caisson. Au lieu du blanc correcteur liquide qui demande un certain temps de séchage, il décida de tapisser les parois intérieures avec de simples feuilles de papier journal. C'était une solution rapide, bien que plus risquée. En entrant dans la chaleur intense de la forge, le papier se transformerait inévitablement en cendres instantanées. Et il fallait croiser les doigts pour que cette couche de carbone volatile reste bien en place et empêche la fusion indésirable avec le caisson. Brandon, fort de son expérience professionnelle, décida de prendre le contre-pied de ses camarades. Ayant l'habitude de s'entraîner avec de la ferraille de récupération, il se réjouissait de travailler sur l'acier du trampoline. Contrairement aux autres qui utilisaient des caissons étanches remplis de poudre, Brandon choisit de forger directement les ressorts étirés et assemblés, sans enveloppe protectrice. Son objectif était de préserver une structure pure qui apporterait de la légèreté à la future lame, tout en lui conférant une flexibilité supérieure. Selon sa vision, cela permettrait au dos du couteau de mieux absorber les chocs violents lors des tests à venir, évitant ainsi l'apparition de fissures ou de cassures fatales. Le drame du feu et de la matière. 1 heure s'était déjà écoulée depuis le début de l'épreuve. Dans l'arène de la forge, les fours grondaient à plein régime, dégageant une chaleur rayonnante. C'est souvent à ce moment précis que les projets utilisant des caissons de soudure se décident. Une mauvaise préparation ou un temps de chauffe insuffisant pouvant ruiner des heures de labeur. Henry surveillait intensément la couleur de son métal à travers le judas du fourneau. Si le bloc manquait de calories, la soudure interne de la poudre et des ressorts de pince à linge ne se ferait pas correctement. Dottie fut la première à s'élancer vers la presse hydraulique. Son caisson affichait une magnifique teinte jaune-orangé, signe d'une température idéale. Sous les yeux approbateurs des observateurs, la machine écrasa doucement le métal. Et la soudure sembla tenir magnifiquement. Elle courut ensuite vers la scie à onglets pour ouvrir l'enveloppe protectrice et découvrit avec joie un bloc d'acier solide, dense et parfaitement homogène. C'est alors qu'un incident survint du côté du four d'Henry. Soudain, une pluie impressionnante d'étincelles blanches et crépitantes jaillit de sa forge, illuminant tout l'atelier comme un véritable feu d'artifice miniature. Les juges se redressèrent sur leurs sièges, signalant que ce phénomène spectaculaire indiquait qu'un matériau à l'intérieur du caisson était en train de brûler vivement en raison d'un excès d'oxygène. Henry, curieusement calme en apparence, expliqua qu'il avait percé un minuscule trou d'évent pour éviter une surpression ou une explosion du caisson, et que c'était de la poudre d'acier en fusion qui s'échappait ainsi. S'empressant de sortir son bloc incandescent, Henry se dirigea rapidement vers la presse hydraulique, espérant consolider la structure avant qu'il ne soit trop tard. Au premier abord, le caisson s'ouvrit sans trop de difficulté sous les coups du marteau-pilon. Cependant, en retirant la croûte extérieure, le verdict tomba, implacable. Henry constata qu'il avait perdu une quantité trop importante de poudre d'acier fine pendant la chauffe. Privé de ce liant, des fissures profondes s'étaient formées sur toute la surface de la billette. « Ce n'est pas vrai, » murmura Henry, sentant une vague de panique monter en lui. Il apporta le bloc de métal vers la meuleuse d'angle pour tenter de purger les zones endommagées et vérifier si les crevasses étaient superficielles. Malheureusement, après avoir retiré les premières couches, le constat fut sans appel. Les lézardes traversaient la billette de part en part. Il était absolument impossible de tirer une lame saine de ce morceau de métal ruiné. La course contre la montre. Il ne restait que très peu de temps, et la situation d'Henry semblait désespérée. C'était une épreuve extrêmement frustrante, mais l'artisan d'Hobart n'était pas homme abandonné. Sans perdre une seule seconde en jérémiade, il prit la décision courageuse de tout recommencer depuis le début.
Il se rua à nouveau vers le bac de pince à linge pour entamer une nouvelle session de démontage. Express. 10 minutes de manipulation nerveuse furent nécessaires pour rassembler une nouvelle poignée de ressorts. Il savait pertinemment que s'il commettait la moindre erreur sur ce second essai, il n'aurait absolument aucune lame à présenter au jury à la fin du temps réglementaire. Pendant qu'Henry luttait pour sa survie dans le concours, Brandon avançait avec une régularité impressionnante. Sûr de la qualité des soudures de sa billette forgée directement à partir des ressorts de trampoline, il utilisait le grand marteau pilon pneumatique pour étirer le métal avec force. Libre de choisir la forme de sa lame signature, son choix s'était porté sur un copie grec. Une arme historique caractérisée par un tranchant concave et une géométrie agressive. Idéal pour la coupe et la frappe. Pour compléter l'ensemble, il prévoyait un manche ergonomique et robuste qui limiterait grandement les risques de rupture. Dottie, quant à elle, travaillait sur la silhouette de son scramasax de tradition viking. Un couteau utilitaire et de combat réputé pour son efficacité redoutable. Cependant, les juges remarquèrent que sa billette de métal restait particulièrement épaisse, affichant encore plus d'1 centimètre d'épaisseur. Dottie commençait à accuser la fatigue physique face à la lourdeur des outils. Hésitant à utiliser le grand marteau pilon bleu dont elle redoutait la puissance brute, elle comprit qu'elle n'avait plus rien à perdre face aux minutes qui s'égrenaient. Elle prit son courage à 2 mains, s'installa devant la machine pneumatique et constata avec un grand sourire que l'appareil transformait le métal chaud à une vitesse prodigieuse. Le haut-parleur résonna à nouveau dans la pièce, annonçant qu'il ne restait plus que 60 minutes avant la fin de la première épreuve. Le sang-froid d'Henry forçait l'admiration de tout l'atelier. Travaillant magnifiquement sous pression, il avait réussi l'exploit de reforger une seconde billette saine. Et il s'affairait désormais à l'enclume pour donner sa forme définitive à sa nouvelle lame. À côté de lui, Matt s'activait devant la meuleuse à bande. Sa stratégie d'insérer du papier dans le caisson avait fonctionné en partie, le papier ayant brûlé comme prévu. Mais il devait maintenant déployer d'intenses efforts musculaires pour éliminer les résidus d'acier, d'où qui encrassaient encore les flancs de sa lame en acier dur. En quelques coups de marteau bien placés et un passage rigoureux sur les abrasifs, la silhouette de son arme se dessina enfin, prête pour l'étape cruciale du traitement thermique. L'épreuve du feu, la trempe. Le moment de la trempe. Cette immersion soudaine du métal incandescent dans un bain d'huile pour en fixer la dureté moléculaire était toujours un instant de vérité absolue pour les forgerons. Brandon fut le premier à plonger sa lame de copie dans la cuve. Il retint son souffle, écoutant attentivement le bouillonnement du liquide, à l'affût du moindre claquement sec qui aurait signalé une rupture interne du métal. Par chance, aucun bruit suspect ne se fit entendre, malgré quelques légers défauts de surface que la meuleuse pourrait facilement corriger. Sa lame était entière et rigide. Dottie se retrouva confronté à un problème de dimension. N'ayant pas eu le temps de réduire suffisamment l'épaisseur de son scramasax à la forge, elle comptait sur la meuleuse pour retirer l'excédent de matière. Malheureusement, le métal froid résistait, et l'abrasion ne se faisait pas assez vite par rapport aux aiguilles de l'horloge. N'ayant plus le choix, elle dut se résoudre à plonger sa lame massive dans l'huile de trempe. Le cœur serré à l'idée de conserver tout cet acier doux superflu sur sa création. Elle décida d'utiliser chaque seconde restante pour meuler le métal durci jusqu'à l'ultime. Expiration du chronomètre. Contre toute attente, Henry parvint lui aussi à l'étape de la trempe dans les dernières minutes de l'épreuve. Son exploit laissa les spectateurs pantois. En sortant sa lame du bain d'huile, il constata avec un immense soulagement qu'elle ne présentait aucune fissure visible et qu'elle était parfaitement rectiligne. Un résultat splendide obtenu en un temps record. 5, 4, 3, 2, 1. Androwski représentait la figure du forgeron professionnel passionné et profondément humain. Âgé de 38 ans, son voyage avec le métal avait débuté dès l'enfance. À l'âge de 8 ans, alors qu'il parcourait les rayonnages de la bibliothèque locale,
Il avait emprunté un livre fascinant sur l'histoire des Vikings. Les pages détaillaient avec précision les outils qu'ils utilisaient et leurs techniques ancestrales. Des Fowry. Le jeune Brandon s'était dit que c'était exactement le genre de choses qu'il voulait faire de sa vie. Engrandissan. Il avait développé une profonde empathie pour ses amis ayant servi dans l'armée américaine, observant leurs difficultés à retrouver une vie sereine en rentrant à la maison. Pour les soutenir, Brandon avait instauré une magnifique tradition au sein de son atelier. Chaque vétéran se voyait offrir un cours gratuit de fabrication de couteaux. Une méthode thérapeutique pour apprendre à se canaliser et à trouver la paix à travers le martelage. Du fer. Son rêve le plus cher était d'ouvrir un centre dédié pour les aider encore davantage. À Salt Lake City, Matt Danielson, un artisan de 40 ans, dirigeait avec fierté une petite école de coutellerie. Pour lui, la forge était une affaire de transmission et de partage. Dans cette aventure, il pouvait compter sur le soutien indéfectible de son épouse et de leurs 4 enfants, qui l'encourageaient de toute leur force. C'était avec cette énergie positive et cette expertise technique que Matt se présentait aujourd'hui, sous les projecteurs du grand concours du meilleur forgeur. Son espoir secret, au-delà de la victoire, était de faire rayonner plus intensément cette passion artisanale auprès du grand public. Les règles de l'art. L'atmosphère de la grande forge nationale était électrique lorsque les 4 artisans franchirent les portes de l'atelier. Les enclumes brillaient sous les lampes, et l'odeur caractéristique du charbon et de l'huile planait dans l'air. Le présentateur s'avança, un sourire chaleureux aux lèvres, pour accueillir les participants. Le défi des matériaux de récupération. Messieurs, bienvenue à la forge. Vous vous apprêtez tous les 4 à vous lancer dans une compétition exceptionnelle qui offrira à l'un d'entre vous le titre prestigieux de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de 10 000 $. Cette compétition se déroulera en 3 épreuves distinctes, à la fin desquelles notre jury rigoureux procédera aux évaluations. Voici les hommes qu'il vous faut impressionner, qui franchira les étapes avec succès et qui rentrera chez lui bredouille. C'est notre jury qui le décidera. Le présentateur désigna ensuite une immense zone de stockage située juste derrière lui. C'était un véritable inventaire à l'après-vert. Un rassemblement hétéroclite d'objets courants que l'on pourrait dénicher dans le garage ou le grenier de n'importe quel particulier. On y distinguait un vieux matelas à ressort, un trampoline de jardin, des tringles à rideaux en fer, des pogo-sticks rouillés et même une grande boîte remplie de pinces à linge anciennes. Tous ces objets partageaient une caractéristique technique invisible mais essentielle pour un cutler. Ils comportaient des ressorts conçus dans un acier à haute teneur en carbone, le matériau idéal pour forger une lame solide et durable. Henry observa le tas de ferraille avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Bien qu'il ait déjà réalisé plusieurs outils à partir de morceaux de récupération, il n'avait jamais travaillé sur un volume aussi conséquent et varié en temps limité. Le tirage au sort détermina l'ordre de sélection des objets, sachant qu'une fois qu'un élément était choisi, il n'était plus disponible pour les autres. La sélection des artisans. Brandon fut le premier à s'avancer. Son regard s'était immédiatement posé sur le grand trampoline de jardin. Dans son esprit de professionnel, le choix était purement stratégique. Les ressorts extérieurs étaient apparents et faciles d'accès. C'était l'objet qui lui ferait perdre le moins de temps possible lors de la phase de démontage. Il annonça son choix avec assurance. Dottie s'avança à son tour. Même si elle aurait préféré obtenir le trampoline pour sa simplicité, elle se rabattit avec enthousiasme sur son deuxième choix. Elle sélectionna le vieux pogo-stick tout rouillé, devinant la présence d'un gros ressort hélicoïdal de excellente qualité à l'intérieur du tube. Metallic. Vint le tour d'Henry. Sans hésiter, l'artisan de l'Oklahoma se dirigea vers le bac contenant les pinces à linge. Son intuition lui soufflait que les petits ressorts de torsion qui actionnaient les pinces étaient fabriqués dans un acier particulièrement robuste et nerveux. En les combinant avec de la poudre d'acier dans un caisson de soudure,
Il était convaincu de pouvoir obtenir un mélange métallique de premier ordre. Matt se retrouva donc le dernier à choisir. Avec un sourire philosophique. Il constata qu'il n'avait plus le choix qu'entre le matelas et les tringles à rideaux. Sachant d'expérience que l'acier des tringles serait bien trop fin et insuffisant pour constituer une lame digne de ce nom, il opta logiquement pour le vieux matelas, prêt à en découdre avec le tissu et les dizaines de ressorts cachés à l'intérieur. Le présentateur reprit la parole pour préciser les modalités techniques de cette première étape. Pour les 3 candidats qui réussiraient à franchir cette épreuve initiale de forge, il s'agirait ensuite d'ajouter un manche ergonomique pour transformer la lame brute en une arme parfaitement fonctionnelle. Les couteaux terminés subiraient alors une série de tests sans concession. Il y aurait d'abord un test de résistance pure qui s'effectuerait sur des pogo-sticks en métal, suivi d'un test de tranchant consistant à découper de gros tubes en caoutchouc dense. La sentence tomba, donnant le signal de départ. La compétition commençait immédiatement. Et les chronomètres affichèrent 3 heures de temps réglementaire. Première épreuve, la naissance de la lame. Dans les coulisses de l'atelier, les membres du jury observaient les premiers gestes des candidats avec un œil expert. Ils commentaient les choix des artisans, soulignant que le trampoline était effectivement le choix le plus confortable, mais que les pinces à linge choisies par Henry offraient un potentiel insoupçonné si elles étaient correctement compactées dans un caisson métallique. Quant au matelas choisi par Matt, les juges s'accordaient à dire que c'était un véritable défi physique. Un travail fastidieux consistant à déchirer les couches d'étoffe et de mousse pour libérer les précieuses spirales d'acier. Stratégie et préparation des caissons. Matt s'attaqua immédiatement à son matelas à bras-le-corps, coupant le coutil à grands coups de pince, dans une profusion de poussière et de fibres. De son côté, Dottie fit preuve de beaucoup de malice. Elle se dirigea directement vers la scie à onglets mécaniques pour tronçonner proprement le corps de son pogo-stick, ce qui lui permit d'accéder au ressort interne en un temps record. Henry, quant à lui, s'installa calmement devant son plan de travail, extrayant les ressorts des pinces à linge les uns après les autres avec une régularité de métronome. Un geste qui rappelait à s'y méprendre la technique d'un cuisinier décortiquant des têtes de crevettes. Pour fusionner ces petits morceaux de métal épars, la technique du caisson de soudure s'imposait. Henry décida de tapisser l'intérieur de son caisson métallique avec du blanc correcteur liquide. Cette astuce bien connue des forgerons permet d'éviter que la poudre d'acier au carbone n'adhère aux parois d'acier doux du conteneur lors de la chauffe, facilitant ainsi le démoulage de la billette solide. Les juges notèrent cependant que le caisson d'Henry était relativement fin, mesurant à peine 2,5 cm d'épaisseur, et que la forge risquait de brûler rapidement les parois extérieures sans qu'il soit nécessaire de trop s'en préoccuper. Pendant ce temps, Dottie préparait minutieusement sa propre mixture. N'ayant jamais réalisé de lame de couteau à partir d'un ressort de pogo-stick, elle fit preuve d'une grande application. Elle commença par verser une fine couche de poudre d'acier fine au fond de son tube métallique de protection, avant d'y imbriquer délicatement les segments coupés de son ressort. Elle tapota régulièrement sur les côtés du caisson pour s'assurer que la poudre comble parfaitement le moindre espace vide. Plus l'intérieur du bloc serait compact et exempt d'air, plus la soudure initiale par forgeage serait homogène et de grande qualité. De son côté, Brandon s'activait intensément sur les finitions complexes de sa poignée de Frankenstein. Il choisit d'enrouler un fil de cuivre torsadé très serré tout autour du revêtement en cuir de son manche. Une astuce traditionnelle qui permettait non seulement d'offrir une adhérence et une préhension exceptionnelle lors des mouvements de coupe, mais apportait également une touche esthétique raffinée à l'ensemble de l'arme. Ayant pris un plaisir immense à façonner ce sabre historique malgré les embûches techniques, Brandon se déclara extrêmement fier et satisfait du devoir accompli. De retour dans la grande forge principale pour l'ultime session de jugement, les 2 finalistes déposèrent leurs sabres de cavalerie sur la table des tests devant les juges, impressionnés par la ressemblance visuelle frappante de ces 2 armes de la grande armée.
pour départager les deux artisans et attribuer le titre de meilleur forgeur ainsi que la récompense financière. Les sabres allaient devoir subir une batterie de tests dynamiques impitoyables. Appelé à décrire son œuvre, Henry expliqua qu'il avait forgé une lame en acier damassé combinant subtilement les nuances 80 CRV2, 1084 et 15N20 pour obtenir un motif contrasté unique. L'orillon. Le quillon et le pommeau avaient été réalisés à partir d'éléments de récupération en acier forgé, tandis que la poignée en bois était élégamment gainée de cuir noir. Brandon prit la parole à son tour pour détailler son sabre doté d'une lame monolithique en acier 80 CRV2 et d'un manche composite associant harmonieusement le bronze, le cuivre et le cuir. Le premier test, destiné à évaluer les capacités de létalité et la maniabilité des armes, fut confié à Doug, un expert renommé dans le maniement des armes blanches. Henry s'avança le premier, le cœur battant, conscient qu'il avait volontairement forgé une lame fine pour privilégier la légèreté et la vivacité de l'arme, au détriment potentiel de sa robustesse brute. Doug empoigna le sabre damassé et exécuta une série de coupes fulgurantes sur un mannequin d'entraînement. À l'issue de sa démonstration, l'expert ne cacha pas son enthousiasme, saluant le poids plume exceptionnel du sabre qui le rendait incroyablement vif, maniable et agréable à diriger dans l'espace. La conception de la poignée offrait une ergonomie irréprochable et le tranchant fit preuve d'une capacité de sectionnement chirurgical absolue. L'expert conclut avec son assurance habituelle que le sabre d'Henry était une arme redoutable qui remplissait parfaitement sa fonction. Brandon fut appelé à son tour pour soumettre son sabre au même exercice, compte tenu de la longueur impressionnante de sa lame. Il redoutait énormément le comportement mécanique du métal lors des impacts violents contre la structure du mannequin. Sachant que la frontière entre le succès et la rupture catastrophique de l'acier était infime, Doug saisit l'arme et effectua ses frappes lourdes. Lors du bilan technique, l'expert loua le confort remarquable de la poignée en noyer et fil de cuivre qui épousait idéalement la paume de sa main. Cependant, un défaut géométrique majeur fut instantanément mis en lumière. La longue lame présentait un désalignement et une déviation latérale notable par rapport à l'axe central de la poignée, en raison de cette courbure incorrecte et du poids excessif de l'acier qui alourdissait considérablement la pointe en fin de mouvement. Chaque frappe transmettait une torsion désagréable dans le poignet de l'utilisateur, même si, d'un point de vue purement fonctionnel, le sabre conservait sa capacité de neutralisation. Le moment fatidique du test de résistance absolue arriva, consistant à trancher de lourdes pastèques posées sur des répliques de crâne en matériaux composite ultra dense pour éprouver la solidité de la structure interne de l'acier. Henry se déclara prêt à affronter l'épreuve. L'animateur saisit le sabre damassé et asséna des coups d'une violence inouïe sur les cibles, faisant voler les morceaux de fruits dans toute la pièce. Après examen approfondi, les juges félicitèrent à nouveau Henry pour la légèreté remarquable de son arme qui n'avait subi qu'un dommage infime et superficiel sur une infime section du fil du tranchant, où l'on pouvait à peine coincer un ongle. Une altération mineure qui ne l'empêchait nullement de continuer à couper de manière totalement fonctionnelle. Un véritable travail d'expert. Brandon s'avança à son tour pour l'ultime examen de son sabre. L'animateur leva l'arme lourde et frappa la cible composite avec force. Un bruit sec et sinistre retentit dans la forge, brisant instantanément l'ambiance. Le sabre venait de se casser net en plusieurs morceaux sous l'impact. L'examen des sections de rupture révéla immédiatement la cause de ce désastre. Le grain de l'acier était excessivement grossier et présentait de multiples zones sombres et noircies à l'endroit précis de la fracture. Les experts expliquèrent que ces marques sombres étaient la preuve irréfutable que le métal avait subi de nombreuses microfractures internes invisibles à l'œil nu lors de la phase de forgeage ou de muelage, et que le traitement thermique défaillant effectué dans de l'huile froide n'avait pas permis d'affiner la structure cristalline de l'acier pour réparer ses faiblesses.
Cette rupture structurelle totale constituant une défaillance catastrophique éliminatoire selon le règlement de la compétition. Les tests ne pouvaient réglementairement pas se poursuivre pour cette arme. L'aventure s'arrêtait donc de manière abrupte pour Brandon aux portes de la victoire. Ce dernier accusa le coup avec beaucoup de fair-play et de maturité. Reconnaissant qu'il avait manifestement commis une erreur technique fatale lors de sa phase de trempe à domicile. Tout en saluant chaleureusement le travail exceptionnel et le sabre absolument incroyable de son ami Henry. Brandon quitta le plateau enrichi par cette aventure extraordinaire qui lui avait énormément apporté. Sur le plan humain et professionnel. Seul resté en lice et ayant surmonté l'intégralité des pièges de la forge. Henry Walker fut officiellement proclamé grand vainqueur de la compétition par les membres du jury. Submergé par l'émotion et n'en croyant pas ses yeux. Il reçut le titre tant convoité de meilleur forgeur ainsi que le chèque de 10 000 $ sous. Les applaudissements nourris des experts qui saluèrent la présentation d'un sabre de cavalerie d'une beauté et d'une efficacité absolument magistrale. Prenant conscience de son exploit, Henry contempla son arme avec une fierté légitime. Repensant à son parcours entamé 10 ans plus tôt suite à une simple moquerie amicale. Il était désormais, de manière incontestable, le meilleur forgeron. Une conclusion géniale pour une aventure humaine et artisanale hors du commun. Dans le paysage paisible de Hobart, au cœur de l'Oklahoma. Le vent chaud faisait doucement teinter les carillons suspendus aux porches des maisons. C'est ici que vivait Henry Walker. Un homme de 46 ans au regard franc et aux mains marquées par le travail de la terre et du metal. Depuis environ 10 ans, Henry exerçait le métier de forgeron, une vocation née d'un pur hasard. Ou plutôt d'un petit moment de fierté piquée. Tout avait commencé lorsqu'il avait égaré son couteau fétiche. Celui qu'il trimbalait absolument partout avec lui. En racontant sa mésaventure à son meilleur ami, ce dernier s'était moqué de lui. Affirmant qu'il était incapable d'en fabriquer un lui-même. Il n'en avait pas fallu plus pour piquer l'orgueil d'Henry. Pour lui prouver qu'il avait tort, il s'était installé devant une enclume improvisée. Ce jour-là, une étincelle était née, bien au-delà du simple métal embrasé. À des milliers de kilomètres de là, dans une charmante petite ville de Californie nommée Woodland. Dottie Derry partageait une passion tout aussi vibrante pour l'artisanat. Son entrée dans le monde de la coutellerie s'était faite sous la forme d'un cadeau inattendu. Sa sœur lui avait offert un ensemble complet, un kit de démarrage pour réaliser son propre couteau. Dottie avait instantanément adoré cette expérience manuelle et créative. Elle aimait répéter avec humour que pour un cadeau qui avait dû coûter environ 80 $. À sa sœur. Elle s'était retrouvée prise d'une passion dévorante qui allait la pousser à dépenser beaucoup plus. Pour s'équiper convenablement. Sa détermination était sans faille. Au point de pouvoir passer des nuits presque blanches à peaufiner ses créations. Dans l'Utah, à Provo. Brandon